Bonjour les amis et bienvenue sur cette nouvelle vidéo qui se veut un petit peu la suite de la précédente vidéo que je vous ai postée sur le Kybalion, qu'apparemment vous avez été nombreux à apprécier et je vous remercie de vos encouragements. Et là, dans cette vidéo, je ne vais pas vous parler d'un ouvrage en particulier, quoique nous y reviendrons. Je vais vous parler d'un personnage particulier qui est un petit peu tombé en désuétude. Voilà. Alors, ce personnage, c'est un personnage important qui a influencé le milieu ésotérique français et plus largement encore la spiritualité moderne. Je veux parler de saint Yves d'Alvèdre. Paradoxalement tombé dans l'oubli, alors que son œuvre majeure, l'Archéomètre, dont je vous parlerai un peu plus loin, continue d'influencer de nombreux domaines modernes, notamment la physique quantique et les neurosciences. Cette vidéo vous permettra de vérifier une fois encore le pillage en règle effectué par les peu scrupuleux acteurs du New Age. Vous le verrez, ces derniers n'ont pas hésité à s'attribuer certaines découvertes entre guillemets de saint Yves. Dans ces temps mensongers, il me semble important de remettre l'église au milieu du village et de rendre hommage à cet homme trop négligé par l'histoire. J'espère que cette petite vidéo vous donnera envie de vous intéresser à son travail. Alors, commençons. Qui était-il? Joseph-Alexandre Saint-Yves est un poète et écrivain français, né le 28 mars 1842 à Paris et mort le 5 février 1909 à Pau. Donc vous voyez, nous sommes à peu près dans la même époque que le Kybalion dont je vous parlais la semaine dernière. Il est l'aîné de 3 frères d'une famille notable et respectée. Son père, Guillaume, est un médecin illustre, compétent, à l'influence notoire. Contrairement à ses frères, le jeune saint Yves a une adolescence agitée. Sa scolarité sans éclat est plutôt mouvementée et violente. Son insubordination et ses insolences répétées lui vaudront d'ailleurs d'effectuer un court séjour dans la colonie pénitentiaire agricole pour adolescents de Mettray, située, comme vous le savez, près de Tours. C'est à cette occasion que le fougueux saint Yves fera la connaissance de M. Metz, qui est le fondateur du pénitencier. Leurs nombreux échanges vont marquer profondément saint Yves, qui découvrira des liens entre la tradition chrétienne et d'autres religions antiques qu'il ne soupçonnait pas. Les deux hommes restèrent d'ailleurs amis et entretinrent une relation épistolaire régulière et féconde. Toutefois, et malgré sa courte incarcération, saint Yves, une fois libre, continuera d'être très souvent agressif. Ses rébellions lui valant d'être contraint par son père à s'engager plusieurs années dans l'armée avant même sa majorité. Puis, la discipline militaire aidant, le jeune saint Yves décida alors de s'inscrire à l'école de médecine navale de Brest avec, bien évidemment, la bénédiction de son père. Il n'acheva pas ses études, parce qu'il contracta la variole noire, en remplaçant un jeune interne qui était déjà contaminé. C'est là que sa vie va changer, parce que cette contamination lui vaudra une longue convalescence, qui sera plusieurs fois renouvelée, ce qui lui permit de se fixer en 1863 sur l'île de Jersey. Et ce choix de Jersey n'est pas anodin pour saint Yves, parce qu'il vouait un culte à un certain Victor Hugo, en exil politique sur cette même île. Après la variole noire, saint Yves contracta un autre virus, si l'on peut dire, la boulimie de lecture. C'est à cette époque qu'il dévora littéralement énormément de livres. D'abord, l'intégralité des œuvres d'Hugo, puis l'intégralité des œuvres de Fabre d'Olivet, qui influencèrent sa pensée, et puis d'autres ouvrages. Il compléta ses lectures pour ingérer des livres de science et des livres d'ésotérisme de son époque, et des néoplatoniciens et d'autres époques encore. Pour demeurer plus longtemps à Jersey, il était dans l'obligation de trouver un emploi et il devint professeur où il dispensa
des cours de sciences. Pendant la guerre de 1870, Saint-Yves servit dans la marine et fut blessé au combat. Rapatrié en France pour rééducation et convalescence, il put reprendre alors ses abondantes lectures. Fini la guerre, c'était un autre travail pour lui. Sa blessure guérit rapidement, enfin partiellement, je vous en reparlerai. À la fin de la guerre, il parviendra à travailler au ministère de l'Intérieur de Paris jusqu'en 1878. Un an avant, il épousa Marie-Victoire de Riesnitz, qui, très richement dotée, permit à Saint-Yves de mener sereinement ses lectures sans avoir à travailler. Et quand je dis lecture, elles se transformèrent progressivement en recherche. Et vous allez voir sur quoi il travaillait. Et c'est grâce à l'ascendance noble de son épouse qu'il recevra plus tard le titre de marquis d'Alvèdre, ce qui transforma son nom. Il mourra sans descendance le 5 février 1909 à Pau, des suites de sa blessure militaire. Voilà pour les éléments de biographie pour situer les choses. Mais entrons un peu plus maintenant dans ce qui fait la caractéristique de Saint-Yves d'Alvèdre. Il est principalement connu pour deux œuvres majeures dont je vais vous dire quelques mots. Premièrement, le concept de synarchie et son œuvre qui s'appuie directement dessus, vous le verrez, l'archéomètre. Alors, de quoi s'agit-il donc? Alors, avant de vous exposer le contenu, il sera utile de vous dire quelques mots sur l'origine de la synarchie. Saint-Yves, s'inspirant d'auteurs comme Anastase de Kircher ou bien Louis Jacollot, a voulu créer une sorte de mythologie, de légende urbaine, une invention, mais en était-ce une, qui ressemblait étrangement au récit avancé par la société théosophique. Saint-Yves déclara avoir reçu la visite d'un initié oriental qui lui aurait révélé l'existence d'une autorité suprême organisée en monde synarchique. Ce monde souterrain porterait le nom d'Agartha. Voici d'ailleurs une intéressante citation tirée de son ouvrage « Mission des Juifs », qui résonne quand même pas mal, et je vais vous en livrer lecture pour illustrer un petit peu mon propos. J'ai, dit-il, non seulement le droit, mais surtout, comme les initiés antiques, le devoir de témoigner ainsi de la vérité qui a été confiée à la garde de ma constance et de ma fidélité depuis ma 19e année. Tiens, je vous avoue qu'il y a de quoi être surpris, si vous vous souvenez de son adolescence, vous savez, et puis le petit tour qu'il avait fait à Mettray, au pénitencier. Mais poursuivons la suite. Cette vérité que je ne dois à aucun centre d'initiation actuellement existant, mais seulement à un mort possédant la tradition et auquel je rendrai hommage en temps. Et lui, c'est elle qui a voulu parler par ma bouche, elle la vérité, en souveraine chez les rois, en initiatrice chez les prêtres, en sœur de charité chez les humbles, en amie parmi les hommes, à travers toutes les nations et du fond de tous les cultes. Une anecdote mérite quand même d'être soulignée. En 1940, beaucoup plus tard, les Allemands ont saisi et détruit tout l'exemplaire d'un des ouvrages de Saint-Yves d'Alvèdre. Cet ouvrage s'appelait « Les missions de l'Inde ». Or, c'est dans ce livre que Saint-Yves parle en détail de la synarchie, de ce grand initié qui l'aurait approché, qui lui aurait fait des confidences, qui lui aurait donné tout un tas de choses. Alors, c'est assez curieux, parce que pour moi, de toute façon, je suis un petit peu comme Indiana Jones, en matière d'hommes avec des Totenkopf et des croix gammées, il n'y a pas de fumée sans feu. Pour qui s'intéresse à un petit écrivain français, parce que c'est vrai que c'est un petit écrivain français, c'est assez curieux, et qu'il saisisse tous ces livres-là, il n'y a pas de fumée sans feu. En tout cas, cette proximité avec les théories du roi du monde, développées par Guénon d'un côté, et les annonces tonitruantes de Madame Blavatsky sur l'Agartha, dont elle parle aussi, et le monde souterrain, abusèrent bien du monde. Mais je m'éloigne un peu.
Alors revenons justement à ce qu'est la synarchie. La synarchie est un concept politique et sociétal. Le terme synarchie provient du grec syn, qui signifie ensemble, et arché, qui signifie commandement, que l'on peut traduire comme gouvernement harmonieux, gouvernement idéal. Saint-Yves, ayant été profondément choqué par la guerre, puisqu'il a été blessé, vous vous en souvenez, espérait par ce concept de synarchie concevoir un nouveau modèle de société afin d'éviter le retour de la guerre. Même si ce concept passa auprès de la bien-pensance de l'époque comme une utopie bourgeoise saupoudrée d'ésotérisme, il était pourtant très cohérent, bien structuré, ce qui, vous l'avouerez, est assez rare pour une utopie. Si vous me le permettez, je vais vous en dire quelques mots. La synarchie se base sur des systèmes politiques antiques qui ont fait, dans l'histoire, la preuve de leur pérennité. Il s'appuie principalement sur le modèle des anciennes castes hindoues. La synarchie se divise en 3 pouvoirs. Le pouvoir enseignant, qui comprend les notions intellectuelles, philosophiques et aussi spirituelles. Le pouvoir juridique, qui réunit le législatif et le judiciaire, sous l'égide d'une loi universelle et transcendante. On n'est plus dans la loi des hommes. Et le pouvoir économique, réunissant l'exécutif et l'administratif. Pour Saint-Yves, chaque pouvoir est autonome et indépendant dans son domaine d'expertise. En cas de collaboration entre 2 pouvoirs, un tiers est désigné par vote. De même, l'organisation sociale de la synarchie est divisée en corps professionnels représentés proportionnellement dans les instances dirigeantes. Tous les sujets sociétaux font l'objet de référendums et de démocratie directe et non représentative ou représentée. Selon Saint-Yves, la synarchie favoriserait une méritocratie visible par tous. Ce système a été très critiqué à l'époque, principalement pour une seule raison, ce qui est assez curieux. Les bases ésotériques et spirituelles invoquées par Saint-Yves pour édifier sa théorie. Car pour Saint-Yves, pour être effective, la synarchie devait s'appuyer sur une pierre angulaire, quelque chose de solide. Et quelle est cette pierre angulaire? Eh bien, on arrive à son œuvre, l'Archéomètre, un livre qui s'intitule L'Archéomètre. De quoi s'agit-il? Alors j'essaierai de vous en faire voir un, parce que je ne suis pas très doué pour faire apparaître comme ça derrière moi des photos. J'aimerais savoir le faire. Enfin, j'ai pris rapidement un cours, mais bon, je suis vraiment très handicapé avec ça, mais on va se débrouiller, rassurez-vous. Alors, qu'est-ce que l'archéomètre? L'archéomètre est une clé symbolique et métaphysique, l'incarnation même du syncrétisme absolu. Pour simplifier au maximum, disons que l'archéomètre propose un système cohérent et universel pour comprendre et relier tous les domaines de la connaissance humaine. Les sciences se reliant ainsi aux arts, les arts aux traditions, la tradition à la linguistique à la symbolique à l'astrologie et plus largement à tous les domaines ésotériques, connus ou moins connus. Pour vous donner un exemple rapide, chaque lettre de l'alphabet est associée à un nombre, à une couleur, à une note de musique, à une planète, à un signe du zodiaque. Cette dynamique archéométrique utilise aussi des figures géométriques, notamment le cercle et le triangle, pour représenter schématiquement les passerelles reliant chaque discipline. L'archéomètre est généralement de forme circulaire. Il est divisé en 12 cadrans ou 12 parties pour coller sur le zodiaque, au centre duquel s'inscrivent plusieurs triangles eux-mêmes. Alors, je vais vous faire voir, je vais essayer, et je le mets comme ça. Ça ici, vous voyez, c'est tiré. C'est un archéomètre. Alors, vous voyez, chaque segment ici, chaque petit point, j'essaye de l'avancer, mais on va perdre un petit peu en résolution. C'est pour montrer les correspondances, vous voyez, qui existent entre les différents domaines, entre l'astrologie, entre la tradition, entre la symbolique, entre exactement ce que je vous ai dit. Donc, si vous voulez, c'est une clé de lecture, c'est une méthodologie qui vous permet effectivement de faire des liens, de relier en fait les points, et donc de trouver des correspondances. Vous vous rappelez, la semaine dernière, je vous ai parlé justement de la loi de correspondance dont parlait le Kybalion. Eh bien, vous voyez, il y a toujours eu, à cette époque-là, la volonté
de relier justement les points, de créer quelque chose qui syncrétise les choses, qui les rassemble. C'est une époque très très importante et très intéressante. C'est pourquoi si vous débutez ou si vous vous intéressez à la spiritualité, c'est une époque très importante, il faut la visiter, la revisiter, vous intéresser à toutes les personnes, à tous les auteurs. Alors si j'ai suffisamment de temps, je vous livrerai d'autres vidéos, si ça vous intéresse bien sûr. Alors je ne parlerai pas de tous les personnages, mais on prendra les plus illustres, et surtout voir justement comment ils ont apporté leur pierre à l'édifice pour tout ça. Mais voilà donc ce que c'est qu'un archéomètre. Alors c'est très très connu aujourd'hui, mais vous allez voir, ça a vraiment des incidences moderne. Hein. Exprimé de manière moderne, l'archéomètre, si vous voulez, est une sorte de grand tableau XL multi-entrées permettant de réaliser des correspondances symboliques interdisciplinaires. L'archéomètre s'inscrit tout à fait dans une époque non seulement férue d'ésotérisme, mais surtout éprise de synthèse, de schémas, de modélisation, si l'on peut dire. Cette tendance cadre d'ailleurs bien avec la philosophie positiviste. Par ailleurs, l'archéomètre n'est pas sans rappeler les écrits de Jacob Böhme, qui est un érudit du XVIe siècle, avec notamment son œuvre que beaucoup connaissent, De Signora Rerum, en français la signature des choses, qui présentait déjà un système un petit peu similaire, donc une sorte de fractal qui réunissait les courants d'Orient avec les courants d'Occident. Mais c'était limité, si j'ose dire, dans l'approche de Jacob Böhme, dans une idéologie purement chrétienne. Ça n'allait pas ailleurs. L'archéomètre, pour sa part, est plus universel. Il transcende largement les frontières de la Bible et de la chrétienté. Par exemple, la gnose, il faudrait que je vous fasse du reste une vidéo sur cet important sujet. La gnose y figure en bonne place, ce qui explique sans doute la raison pour laquelle René Guénon s'est très souvent référé à l'archéomètre pour finaliser son propre syncrétisme entre les traditions d'Orient et d'Occident. Donc vous voyez, René Guénon, quand même, s'est appuyé, s'excuserait du peu quand même, s'est appuyé sur le modèle de l'archéomètre, hein, que je vous ai fait voir, enfin, il y en a plusieurs, hein, par différentes thématiques, mais c'est la structure, vous voyez, pour structurer un petit peu son approche, même si elle est philosophique ou didactique, s'est appuyé dessus. Alors, il faut dire aussi, et puis je vais poursuivre un petit peu sur l'archéomètre, qu'il y a eu un autre personnage qui a prêté son concours à l'archéomètre, c'est un certain Pappus. Et oui, lui encore, donc une figure très très influente. À la même époque, j'aurai sans doute l'occasion de vous livrer une vidéo, si ça vous intéresse, sur ce personnage, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, des choses qui ne sont pas toujours très connues, donc si ça vous intéresse, eh bien, restez abonné à la chaîne, et puis j'essaierai de vous livrer ça. Alors, voyons brièvement à présent, parce que tout ça peut vous sembler bizarre, les domaines d'application de l'archéométrie. Parce que ça peut vous sembler comme ça quelque chose d'un petit peu fumeux. Alors le modèle permet de faire une étude comparative des religions et des textes sacrés. Le modèle permet de mieux appréhender les clés de l'alchimie et de l'hermétisme par d'intéressants rapprochements. Tiens. Peut-être aurai-je l'occasion de vous en reparler à l'occasion de la sortie de mon prochain livre, par exemple. En architecture, le modèle permet de mettre en exergue plus facilement le nombre d'or et son relatif, la proportion dorée, de manière directement visible. L'architecture, c'est comme une fractale, hein. Il n'y a pas que les bâtiments ou les plans. C'est aussi dans la constitution atomique. C'est aussi dans la nature, dans les feuilles de la nature, où on retrouve ces mêmes proportions. Alors Léonard de Vinci avec son homme de Vitruve, bien sûr, on avait déjà parlé. Mais là, le but de l'archéomètre, c'est de livrer, vous l'avez bien compris, une sorte de clé, de modèle qui permet de tisser des liens. Ça aurait plu à Giordano Bruno aussi par ailleurs. Bref. Enfin, l'archéomètre propose un canevas aux artistes, leur permettant de conférer à leurs œuvres une dimension plus universelle et transcendante.
Bien que fascinant, l'archéomètre fut très contesté par la communauté scientifique et universitaire de l'époque qui voyait d'un très mauvais œil toute tentative qui pourrait questionner leur légitimité. Certains ayatollahs de la bien-pensance n'ayant pas hésité à ostraciser l'archéomètre comme outil sectaire. Il faut dire que l'aura sulfureuse de Pappus dont je vous parlais, qui aida Saint-Yves d'Alverde dans sa rédaction, plébiscita l'archéomètre, il l'utilisa y compris dans l'ordre martiniste qu'il créa. Alors ça, je vous en reparlerai de Pappus et de l'ordre martiniste. Je vous parlerai également de ces courants-là, qui sont très très intéressants. Mais non seulement il a aidé à la rédaction, mais il s'est appuyé dessus. Donc vous voyez que c'est quand même central, même si beaucoup l'ont oublié. Mais dans les années 2000, les découvertes sur les quantas d'énergie, qui devaient déboucher quelque temps plus tard sur la fameuse mécanique quantique, la physique quantique, réhabilitèrent l'archéomètre de Saint-Yves. En effet, la structure fractale dont je vous ai parlé précédemment, se retrouvant à la base des quantas d'énergie, certains chercheurs s'intéressèrent à son travail. Et l'intuition de Saint-Yves fut plusieurs fois vérifiée sur les rapprochements qu'il y fit. Mais il existe un autre domaine où l'archéomètre a retrouvé toutes ses notes de noblesse, les neurosciences. La structure, par exemple, des fameux énéagrammes n'étant pas autre chose que la reprise d'une partie de l'archéométrie. Elle s'appuie directement dessus, sur les mêmes schémas. D'accord ? Et c'est là que le pillage dont je veux vous parler au début de cette vidéo débuta. De soi-disant méthodes miracles virent le jour, provenant frauduleusement de l'archéomètre. Ils ont saucissonné l'œuvre, ils se le sont approprié, ils ont mis une nouvelle étiquette en disant voilà, ça c'est telle méthode, ma méthode que j'invente. Mais en fait, je ne suis qu'un usurpateur, je n'ai fait que copier-coller le travail de Saint-Yves que j'ai dénaturé et bien sûr je mets ça à ma sauce. Donc c'est pourquoi je me devais de faire cette vidéo-là, pour prévenir tous les aficionados peut-être du New Age, qui ont tendance peut-être de façon un petit peu facile à gober tout cru un système, alors qu'il peut sembler numérique, intelligent, etc. Attention, n'oubliez pas l'archéomètre. Allez voir un petit peu, la structure fractale, c'est exactement ça. L'énéagramme, par exemple, j'ai rien contre, hein, je ne dis pas que c'est pas intéressant. Je dis juste que, attention, ceux qui vous vendent ça comme étant « c'est moi qui l'ai créé, c'est moi qui l'ai inventé », c'est complètement faux. Ça a déjà été fait. Et je voulais réhabiliter tout ça pour que vous le sachiez. Alors, pour finir aussi cette vidéo, parce qu'il y a beaucoup d'inepties qui circulent encore, Saint-Yves d'Alvèdre n'a laissé aucun disciple. Contrairement aux allégations fanfaronnes des aficionados du New Age. Il y en a plein qui se disent, moi je suis voilà, l'adepte, j'étais formé directement par lui, par ses... Il n'y en a pas. De même, Saint-Yves ne fonda aucune société ou groupe ésotérique et n'adhéra à aucun groupe, ce qui était rare à l'époque. Vous verrez quand on parlera de Pappus, par exemple, quand on parlera de Stanislas de Gaïta, quand on parlera du Sahar Péladan, par exemple, ou d'autres figures, je ne sais pas de qui je vous parlerai, ben, il y en a qui ont créé, si vous voulez, leur chapelle, leur petit précaré. Alors, ce qui est très curieux, c'est qu'ils ont tous utilisé l'archéomètre comme structure, comme modèle, mais Saint-Yves d'Alvèdre, il n'a adhéré à aucun. Il n'a pas été dans la franc-maçonnerie, il n'a pas été rosicrucien, il n'a pas été martiniste chez Pappus, il n'a pas été théosophe. Mais c'est une légende urbaine qui voudrait que le supérieur inconnu, alors le supérieur inconnu, pour vous en dire quelques mots rapidement, c'est une appellation purement martiniste. Enfin, je vous parle un petit peu de ce que c'est. Vous me direz en commentaire si vous voulez savoir. Mais pour faire court, ce serait une entité plus ou moins visible, hein, qui est inconnue, hein, supérieure, transcendante. Pour faire jeune, on dirait ce que les jeunes appellent les maîtres ascensionnés. Bon, ce qui me fait beaucoup rire. Bref, mais pour que vous compreniez bien l'image. Eh bien, il y en a qui ont dit le supérieur inconnu dans le martiniste de Pappus, c'est Saint-Yves d'Alvèdre. Pourquoi? Parce qu'effectivement, Pappus a collaboré
à la rédaction pardon, de l'archéomètre. Mais il ne faut pas aller vite en besogne. Ça n'a rien à voir. Donc, beaucoup aujourd'hui ont essayé de s'approprier donc tant la synarchie que l'archéomètre pour se dire c'est moi qui l'ai fait, et puis je suis le descendant de Saint-Yves d'Alvèdre, voilà, j'étais ici, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Tout ça est complètement faux, et ne vous faites pas abuser. Parce qu'aujourd'hui, il y a des prétendus maîtres, ascensionnés ou pas, j'en sais rien, appelons ça des gourous, appelons ça des guides, je ne sais pas, qui ont pillé tout cet héritage dont je suis en train de vous parler, et puis ça revient au goût du jour. Forcément, les gens ne lisant pas, n'étant pas cultivés, vous pouvez vous faire avoir. Et c'est pourquoi vous voyez ressurgir de plus en plus des modèles, notamment en ésotérisme, notamment en spiritualité, où j'ai même vu, ça paraît dingue, des personnes qui proposaient donc une espèce d'école de la Kundalini, alors en reprenant les modèles de l'archéomètre. Mais c'est absolument fou. C'est-à-dire, ils font les mêmes liens, ils réunissent les mêmes choses, qui en soi est bien, mais en dénaturant complètement les choses. Vous voyez, donc, prudence derrière tout ça, c'est pas parce que vous allez trouver des modèles qui auront tendance à vous présenter des systèmes construits. Renseignez-vous. C'est pour ça que je voulais vous livrer cette vidéo. Peut-être pour non pas marquer les esprits, parce que bon, voilà, ce serait m'accorder beaucoup d'importance et je n'en ai pas. Mais j'aime la vérité. Et la vérité aujourd'hui, dans les temps que nous traversons, c'est de bien vous souvenir de ça. Archéomètre, Saint-Yves d'Alvèdre. Mais ça a même inspiré, je vais vous dire, j'ai vu ça dans vous savez, les ressources humaines. Alors, j'ai rien contre cette profession, hein, il en faut. Il faudrait juste qu'elle se rappelle que dans humaine, il y a humaine, il n'y a pas que ressources. Je dis ça entre parenthèses pour certaines personnes qui ont croisé mon existence. Eh bien, vous savez, le fameux diagramme, quand on fait des bilans de compétences, les bilans de compétences se font en diagramme pour ceux qui savent. Alors, moi j'ai de vieilles références, parce que je commence à être un petit peu vieillissant, mais on faisait ça en diagramme, construit avec des critères de l'archéomètre. Seulement quand vous leur dites ça, ils disent mais pas du tout, c'est scientifique, ça se fait dans l'ordinateur, c'est très bien, moi je veux bien que ça se fasse par ordinateur. Seulement les critères d'appréciation, d'efficience, les centres d'intérêt, le diagramme en étoile, tiens, en étoile, d'accord? Donc toutes ces personnes aujourd'hui qui manipulent des outils qu'ils pensent être merveilleux, formidables, tout ça, ça vient de Saint-Yves d'Alvèdre. Lui et d'autres personnes, parce que je vous parlerai d'autres personnes qui ont marqué aussi l'ésotérisme, et c'est bien de ne pas oublier et surtout de mélanger. Et Saint-Yves d'Alvèdre, et je terminerai là-dessus, l'a dit lui-même, il ne voulait surtout pas réduire la portée universelle de son archéomètre et de son travail en l'inféodant à une quelconque obédience, à une quelconque curie, à un quelconque temple ou je ne sais quoi. Parce qu'à l'époque où tout ça est sorti, il y avait... Et dans les salons, alors il faudrait aussi que je vous parle des salons, c'est très très protéiforme cette époque. Vous savez, c'est une époque extrêmement riche, extrêmement foisonnante pour la spiritualité, pour l'esprit français. Et quand j'entends par exemple le Poudreux nous dire qu'il n'y a pas de culture en France, j'ai de quoi rigoler si vous voyez un petit peu ma bibliothèque et si vous voyez un petit peu toutes les productions littéraires de cette époque, le génie de toutes ces personnes-là. Alors, c'est très franco-français ce que je vous dis, mais vous verrez si ces vidéos vous intéressent, je vous parlerai également d'autres figures, notamment quand on abordera la théosophie, alors de Blavatsky bien sûr, mais aussi de Rudolf Steiner, pour ceux qui connaissent, quand même un sacré personnage, on va dire, et d'autres figures. Mais tout ça pour vous dire que c'était une époque, il y avait une effervescence intellectuelle qui voulait effectivement aider les consciences à franchir un palier. Et plus je revisite cette époque, alors pour des raisons d'écriture, des raisons de recherche personnelle aussi, et puis j'aime bien un petit peu transmettre, voilà, vous donner des choses, eh bien ça me fait vraiment penser à comme s'il y avait un point de bascule dans la conscience humaine, alors qu'il n'a pas pu effectivement dépasser certaines limites
historique, puisque c'était le début 1900 et quelques, puis il s'est passé évidemment ce que vous savez en 1914, et puis après on était parti dans autre chose, mais c'est pas pour ça qu'il faut oublier cette période-là. Voilà, enfin j'ai été très bavard comme d'habitude. J'espère que cette vidéo vous aura plu, peut-être que vous aurez appris quelque chose, ça vous donnera peut-être matière à non seulement réfléchir, mais à peut-être pouvoir argumenter, peut-être dans des salons, si tant est qu'ils existent encore. Voilà les amis, merci de votre fidélité, merci de votre soutien. Ce que je vous demanderai, si vous avez aimé cette vidéo, c'est de la faire voyager, afin que je puisse toucher une nouvelle audience, pour que mon message eh bien, ne tombe pas dans la nuit, mais apporte peut-être une petite sève supplémentaire à l'esprit qui nous anime tous. Voilà les amis, je vous embrasse et je vous dis à bientôt.